le marché des alternatives aux produits animaux. Un podcast du LIT Ouest-RL. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans la composition de leurs assiettes ou le choix de leur régime. Et végétaliser son alimentation est aujourd'hui présenté par les politiques publiques comme un enjeu collectif majeur. D'après une récente publication du Sénat, comme la sobriété, cette végétalisation est souhaitable pour des raisons qui touchent à la santé, à l'indépendance protéique, mais également à l'environnement. Enjeu à la fois sanitaire donc, mais aussi social, territorial et environnemental. Végétaliser les assiettes, c'est en fait rééquilibrer les apports en végétaux et en animaux dans les régimes. Rééquilibrer, d'accord, mais comment ? De la végétalisation de nos rues à celle de nos assiettes, les végétaux ont le vent en poupe. En seulement 30 ans, le nombre de produits alimentaires contenant des protéines végétales a été multiplié par 20. Effectivement, l'étude de référencement réalisée en 2019 par le groupe d'études et de promotion des protéines végétales démontre une hausse incontestable. En 1989, seulement 300 produits contenaient des protéines végétales. Il y en a près de 5500 aujourd'hui. Alors, comment expliquer cet essor ? Et à qui les produits vegan-friendly s'adressent-ils ? D'ailleurs, de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de protéines végétales ou d'alternatives aux produits animaux ? Et est-ce la même chose ? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre dans cette 4e et dernière série de podcasts. Épisode 3. Peut-on copier les qualités des produits carnés ? Souvenez-vous, dans notre première série de podcasts, nous parlions de la quête de naturalité des consommateurs français et de leur sensibilité à la santé et au bien-être. C'est dans ce contexte de recherche croissante d'aliments plus simples et authentiques que nous vous proposons de replacer la consommation d'alternatives aux produits animaux. En effet, les produits à base de protéines végétales satisfont le besoin de réassurance des consommateurs, de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation. Je vous ai mis de la qualité, hein. Plus d'un quart des produits étudiés en 2019 par le baromètre de Protéines France affichent des allégations nutritionnelles, telles que riches en protéines ou riches en fibres. Presque 40% affichent des labels et mettent en évidence des critères de qualité comme le label bio ou fabriqué en France. Pas mal, non, c'est français. Mais au-delà de rassurer le consommateur, ces allégations entraînent une confusion entre le végétal et le manger sain. En effet, beaucoup de consommateurs pensent manger bio lorsqu'ils mangent des produits aux couleurs du label vegan, alors que ce n'est pas la même chose. Oui, effectivement, ça peut prêter à confusion. Bien que le label vegan et le label bio soient tous les deux verts, rien ne certifie pour les produits vegan que les ingrédients utilisés soient issus de l'agriculture biologique. Le caractère ultra transformé de certains substituts aux produits animaux a été pointé du doigt par les associations de consommateurs comme Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. Alors, qu'en est-il ? Premier élément de réponse avec notre expert Vincent Dedé. Il faut bien distinguer les alternatives carnées des alternatives lactées. Les alternatives lactées sont clairement insuffisantes, c'est-à-dire que les apports nutritionnels sont très déséquilibrés et les nutritionnistes, dans toutes les publications, sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas substituer une consommation lactée par les alternatives lactées qui sont présentes sur le marché aujourd'hui. Au point nutritionnel, ça serait risqué. Pour les alternatives carnées, certaines, en particulier celles qui sont issues des protéines de soja,
font un bon job pour ce qui est des apports nutritionnels en acides aminés essentiels, etc. Mais par contre, là aussi, pour une substitution, donc sur un scope d'un grand nombre de produits, les scientifiques restent encore réticents. Dans une publication de la revue INRAE Production Animale datant de fin 2022, 2 chercheurs en sciences de l'alimentation reviennent sur les qualités nutritionnelles des substituts végétaux. Au-delà de la question de leur teneur en protéines, en fer ou en vitamine B12, les chercheurs s'intéressent à leurs promesses marketing et aux croyances des consommateurs. Les produits d'origine végétale sont dits plus riches en vitamine C, en antioxydants, en fibres et en minéraux. C'est effectivement le cas pour ce qui est des fibres, puisque les produits animaux n'en possèdent pas. Mais les analogues végétaux font appel à un processus de fabrication qui altère les fibres des ingrédients qu'ils contiennent. Et c'est ce processus de fabrication qui fait perdre leur intérêt nutritionnel aux analogues végétaux et les rend parfois difficiles à digérer. Les produits à base de soja ont même essuyé quelques polémiques, puisqu'ils peuvent contenir des phytoœstrogènes, des substances dont les effets pourraient avoir un impact sur la qualité du sperme. En plus des qualités nutritionnelles, le goût des analogues végétaux est un enjeu majeur. J'ai trop un goût de pomme. Souvenez-vous, ce sont les fameuses qualités organoleptiques dont il était question dans notre 3e série de podcasts. Souvent accusés de manquer de saveur ou d'avoir des textures étranges, les consommateurs ne sont pas toujours conquis par le plaisir procuré par ce type de produit. Oh, je suis déçu. Or, en France, le plaisir, la recette et la culinarité comptent davantage qu'ailleurs, d'après Lydia Rabin, experte des tendances grande consommation chez Kantar. Au final, d'après les chiffres 2022 du Kantar World Panel, plus de 40% des Français déclarent ne pas apprécier le goût des analogues végétaux et plus de 30% ne pas en apprécier la texture. Je n'aime pas ça. Pour ces analogues, qui, rappelons-le, cherchent à reproduire au maximum les sensations procurées par les produits carnés, un des premiers critères de choix est leur couleur et leur apparence globale. Ils doivent être légers et rouges. Pour cela, divers procédés sont possibles, mais il est difficile d'obtenir un résultat optimal sans altérer le goût du produit. Pour ce qui est de la flaveur, une grande quantité de sel permet de l'améliorer, notamment en masquant les arômes herbeux, mais au détriment de leur qualité nutritionnelle. De plus, les études sur les usages culinaires des analogues végétaux ont montré que les consommateurs avaient tendance à les agrémenter de diverses sauces et épices, pouvant ainsi modifier leur flaveur, mais aussi leur texture. On a de la mayo, du ketchup, la sauce cocktail, la sauce au lapin. En effet, dans le cadre du repas, les sauces et autres assaisonnements peuvent avoir des effets négatifs sur la texture fibreuse des analogues végétaux, qui visent à reproduire la sensation en bouche de la viande. C'est drôle. Je sais que ce steak n'existe pas. Ainsi, les analogues végétaux sont issus de process industriels, avec divers ajouts de nature différente. L'ajout de nombreux exhausteurs, additifs et liants en font des produits ultra transformés, dont découle généralement une longue liste d'ingrédients qui peuvent largement freiner les consommateurs, qui aspirent à des aliments plus bruts et naturels. Résultat, plus d'1 Français sur 4 pense que les substituts aux produits carnés sont fabriqués avec des ingrédients non naturels. Ça n'est pas naturel, je n'aime pas ça. L'ajout d'un label vegan ou bio permet alors de rassurer le consommateur qui associe finalement les produits véganes avec des produits sains. Et pour la viande in vitro alors, est-ce la même chose ? Comme le rappellent les chercheurs de l'ISARA et de l'INRAE, l'intérêt pour cette alternative à la viande est assez récent, puisque 90% des recherches scientifiques sur le sujet ont été publiées après 2013. Cependant, l'engouement médiatique a été très important. Présenté aux consommateurs comme une alternative durable pour remplacer les produits carnés, ce type de produit répond-il vraiment aux besoins nutritionnels et aux attentes en termes de goût ?
En effet, pour ce type d'alternative, les attentes des consommateurs semblent être plus fortes, tant au niveau nutritionnel qu'au niveau organoleptique, puisqu'ils s'attendent à retrouver une copie identique de la viande sans passer par l'élevage. L'appellation viande sans élevage ou viande sans victime a par exemple été relayée par les médias. Certains laboratoires se lancent aujourd'hui dans la viande de synthèse, cultivée directement dans les labos. Pour ce qui est des qualités nutritionnelles, il semblerait que ces technologies puissent permettre d'améliorer certains aspects comme la teneur en oméga 3, mais soient moins performants sur d'autres comme la vitamine B12 ou le fer. Mais surtout, d'un point de vue sanitaire, ces technologies nécessitent l'ajout d'antibiotiques dans les milieux de culture pour éviter les contaminations, ou encore de fongicides pour éviter l'apparition de champignons. Sans oublier qu'il s'agit de procédés technologiques, donc l'argument de produits ultra transformés, comme pour les analogues à la viande, s'applique d'autant plus ici. Au-delà de ces questions nutritionnelles et sanitaires, le succès de la viande in vitro repose sur sa capacité à mimer la viande en termes d'apparence, d'odeur, de texture et surtout de goût. Il y a peut-être un tout petit peu moins de longueur en bouche en termes de goût qu'un très bon steak en fait, mais c'est bluffant. Pour l'apparence et la couleur, il serait possible d'obtenir le même visuel grâce à l'ajout de sel, d'assaisonnement, de chapelure, de poudre d'œuf blanc ou encore d'un liant. Mais les avis des chercheurs divergent là-dessus. Un panel de consommateurs à Londres en 2013 a effectivement attribué une couleur trop pâle à la viande in vitro. Quant à la saveur et au goût, ce seraient les qualités les plus difficiles à reproduire via cette technologie, car elles sont en partie liées à la maturation de la viande qui ne se pratique pas pour la viande in vitro. Enfin, il semble difficile de reproduire la diversité des viandes, blanches ou rouges, de volaille, de porc, de bœuf. Cette diversité naturelle des viandes s'explique en fonction des races animales, des espèces et des muscles. Nous sommes tous différents. Cela suppose la capacité des startups à réaliser des cultures de viande à large échelle et dans des conditions variées. Pour le moment, la viande in vitro semble donc pouvoir difficilement répondre aux attentes des consommateurs. Il convient donc de distinguer deux mouvements, celui du plus veggie, positivement connoté pour les consommateurs et associé au naturel, à l'authentique et au sain, et celui du plus flexitarien, qui vise à substituer et à copier les produits animaux. Au-delà des caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques de ces substituts, un certain nombre de barrières restent encore à lever, comme l'acceptabilité sociale de ces innovations ou encore leur prix. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés.